Fréquence protestante, le Midi Magazine, Isabelle Fiévert-Rossignol. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de Fréquence protestante. Aujourd'hui, pour ce Midi Magazine, nous recevons Mireille Garola. Mireille Garola qui est gérante de la société Groupe 3C. Je suis en compagnie d'Olivier Betty aussi. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mireille. Donc, bonjour. Vous faites des émissions sur Fréquence depuis déjà plus de 2 ans. Votre émission s'appelle Transition. Elle a lieu le 4e mardi de chaque mois à 14h. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir pour parler de transition professionnelle. Parce que vous avez écrit un livre cette année qui s'appelle « Changer de vie professionnelle, c'est possible en milieu de carrière » aux éditions Erol. Alors Mireille, je vais vous proposer de vous présenter, puisque nos auditeurs vous entendent régulièrement, mais par contre ils ne vous connaissent peut-être pas. Alors, je m'appelle Mireille Garola, ça c'est la partie facile. J'ai 52 ans et j'ai moi-même vécu plusieurs vies professionnelles. Aujourd'hui, j'en suis à ma 4e. Je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai commencé dans la finance. Ensuite, j'ai travaillé comme directeur des opérations d'un groupe international en France et à l'étranger et j'en suis devenue le directeur général. J'ai travaillé pendant 6 ans et demi dans un cabinet d'avocats d'affaires où j'étais office manager et depuis 7 ans, je dirige Groupe 3C qui fait du coaching et de la transition professionnelle. Donc 4 transitions professionnelles déjà à votre actif, c'est déjà pas mal. Hein, c'est à peu près ça et c'est probablement ce qui a motivé une grande partie de ma volonté d'en faire mon métier définitivement. Parce que j'ai trouvé que c'était pas toujours très facile et que très souvent on manquait d'outils ou que les choses qui paraissaient simples n'étaient pas si simples que ça. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est une vocation, votre métier. C'est tout à fait une vocation parce que j'ai toujours eu l'impression, je viens d'une grande école de commerce, donc je ne fais pas partie des catégories défavorisées en termes d'études ou en termes de socio-professionnels ou en termes de tout ce que vous voulez. Et pour autant, chaque fois que je me suis trouvée en face de choix professionnels, j'ai eu l'impression d'être complètement désarmée, de ne pas savoir comment les faire, de ne pas savoir comment les prendre. Et au moins au début de ma carrière, j'ai fait ces choix professionnels par défaut, parce que je ne savais pas me positionner par rapport à un métier, parce que je ne savais pas choisir, et je laissais les choses le plus ouvertes possible. Et en fait, quand on laisse les choses le plus ouvertes possible, forcément on ne choisit pas, et donc on n'est pas forcément très heureux dans le métier que l'on a ensuite. Et dans la façon dont j'ai abordé la deuxième partie de ma carrière, ça a été des choix et des arbitrages en fonction d'envie ou de contraintes, parce qu'on ne fait malheureusement pas toujours ce dont on a envie, mais quand vous savez pourquoi vous arbitrez et quelles sont les contraintes et combien de temps vous allez garder la contrainte, ou pourquoi vous le faites et quelque part que vous avez un but un peu supérieur, même si c'est une contrainte, la façon dont vous vivez votre environnement professionnel et votre métier est complètement différente. Vous ne subissez plus, vous commencez à devenir acteur. Oui, il faut que ça ait du sens, quoi. Quand même, un métier doit avoir du sens. Sinon, c'est pas la peine de le faire. On n'arrive pas à le faire. Que ça soit un sens public, ou que ça soit un sens pour vous, ou que ça soit une nécessité, mais qui soit une nécessité que vous acceptez. Mireille, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui étaient en reconversion professionnelle, vous leur avez apporté assistance, mais qui sont ces gens qui décident de se reconvertir? Est-ce qu'il y a une sorte de carte d'identité de ces personnes qui font appel à vous et qui souhaitent changer de métier? Alors, je fais ce métier dans cette configuration depuis 7 ans. Et au départ, j'avais une catégorie de personnes qui venaient en majorité, qui étaient les cadres à partir de 45 ans, qui se retrouvaient dans des entreprises ou qui se retrouvaient mis à mal dans des entreprises ou licenciés d'entreprises parce que quelque part on leur reprochait un grand classique, c'est-à-dire d'être trop expérimentés, donc trop chers, pas assez malléables et puis dans des entreprises qui depuis 2009 n'allaient pas très bien et sur lesquelles on faisait du lean management en termes de ressources humaines, c'est-à-dire qu'on enlevait des échelons hiérarchiques. Et ces gens-là qui avaient quelque part eu l'impression, à raison, de tout réussir, se retrouvaient extrêmement mal à l'aise en face d'une nouvelle identité professionnelle à chercher, ou de gens qui leur disaient ailleurs, mais non, vous êtes aussi trop cher, ou vous êtes aussi trop capé, et on n'a pas véritablement besoin de vous. Donc ça, c'était mes premiers clients il y a 7 ans. Aujourd'hui,
c'est devenu beaucoup plus large et j'ai à peu près toute catégorie d'âge qui viennent me voir. Ça peut être des gens qui vont s'orienter à l'école, enfin dans un début d'études. Ça peut être des trentenaires qui ont un début d'expérience professionnelle. Ça peut être des quarantenaires qui ne se sentent pas très à l'aise dans leur job mais qui sont toujours en poste. Ça peut être des gens de 60 ans qui disent comment je veux prévoir ma retraite ou comment je veux continuer à travailler en donnant du sens. Et aujourd'hui, ce que j'entends le plus depuis 3 ou 4 ans, c'est la recherche de sens, quel que soit l'âge des personnes et quel que soit le milieu professionnel. Et y a-t-il un déclic ? Est-ce que c'est forcément négatif à partir du moment où on subit une contrariété dans l'entreprise ? Et quel type de déclic on a pour justement se dire « je veux changer de métier » ? Alors oui, il y a toujours un déclic parce que en tant que coach, je considère qu'il est probablement souvent assez dangereux de vouloir changer quelque chose qui fonctionne en se demandant pourquoi ça fonctionne. Parce que si ça marche, on continue tant que ça marche. Le déclic, c'est à partir du moment où la personne a l'impression, et je crois qu'il y a un terme qui existe, qui a été créé, qui s'appelle le brown out ou le bore out, qui a l'impression que ce qu'elle fait ne sert à rien. Et elle a un peu l'impression d'être un hamster dans une roue, à la fois en courant après le temps, à la fois en courant après des choses qui ne servent pas. Et ça, c'est souvent un déclencheur. Alors les premiers mois, on se dit c'est pas grave, ça va changer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. La personne essaye de prendre son avenir en main et de discuter avec ses pairs, ses supérieurs, ses employés, d'autres personnes dans d'autres sociétés. Et puis quand elle se rend compte que quelle que soit l'action qu'elle fasse, ça reste la même chose. Petit à petit, elle commence, et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, à se dire que puisqu'elle n'y arrive pas, et que dans la presse, on montre toujours des chefs d'entreprise qui s'en sortent très bien, des start-upers qui s'en sortent très bien, des cadres qui fonctionnent merveilleusement bien, elle se dit que c'est de sa faute. Et là, ça commence à être véritablement dangereux, parce qu'elle rentre dans une spirale négative, et si elle se dit que c'est de sa faute, elle n'a pas les moyens de s'en sortir. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que tout le monde peut connaître ce besoin de reconversion professionnelle, ce bore-out ou ce questionnement, en fait, qui est un questionnement profond, mais que quand même, dans notre société actuellement, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans le management des entreprises ? Est-ce que c'est... Enfin, qui pousse les gens. En fait, les gens à ça. La reconversion n'est pas nécessaire, mais le questionnement devient de plus en plus salutaire. Parce que quand vous êtes mal dans un job, et quand vous vous posez la question de pourquoi vous êtes mal, quelque part, ça vous demande de faire une analyse et un mapping complet de la situation, de votre situation personnelle, de votre situation professionnelle et ce que vous attendez de l'un et de l'autre. Et même si vous décidez de rester dans votre poste, ce qui arrive très fréquemment, vous décidez de rester pour des bonnes raisons et avec un but qui sera, si ce n'est pas celui de l'entreprise, au moins le vôtre. Et dans ce cas-là, la situation est vécue de façon complètement différente. Et pour répondre à la question qui était sous-tendue dans votre question double, oui, il y a un problème dans les entreprises à l'heure actuelle, il est de plus en plus grand. On a vécu plusieurs phases dans la façon dont on gère notre travail, dont on vit notre travail, ou dont on conçoit notre travail depuis le début du siècle. On a eu le taylorisme, qui a été une avancée très forte, et qui a consisté à dire que on prenait un travail d'artisanat et on le serriait en différentes petites tâches pour que des gens moins qualifiés puissent en faire des morceaux et que le produit final devienne moins cher et donc abordable et que l'ouvrier devienne le consommateur. Ça a été la première chose. On a fait probablement la même démarche dans les services dans les années 80, en disant on prenait des services intellectuels ou on prenait des services de conseil et on a découper ça en petits morceaux pour que ce soit faisable par des gens moins qualifiés ou que ce soit faisable de façon plus pointue par des gens qui devenaient spécialistes. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ce découpage des sociétés de services a été intéressant, mais pas forcément très bien vécu non plus. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce découpage peut être en grande partie automatisé et fait par des machines ou des fonctions digitales. Et quelque part, la personne qui, dans les années 80,
beaucoup de cadres et beaucoup de mes amis qui étaient soit en RH, soit en finance, soit en organisation, ont travaillé sur des process de mise en place de ces organisations avec découpage des services. Et ben, ce découpage a été fait et donc tout ce type de job aujourd'hui a tendance à disparaître. Et tout le type de job qui était je contrôle comment cette segmentation a été faite et comment les gens font leur métier est en train de disparaître aussi parce que ce contrôle est fait par des machines. Donc on a une petite perte de sens. Et on a un gros travail de réinventer notre job et notre position dans les sociétés. Alors, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Changer de vie professionnelle ». C'est possible en milieu de carrière, mais c'est possible aussi en fin de carrière et en début de carrière. Disons que exactement. Le milieu de carrière est peut-être le moment où les gens se posent le plus la question. Et ce livre est une boîte à outils. Vous l'avez conçu comme une boîte à outils. Tout à fait. Et il commence par les choses à éviter. Alors, les choses à éviter, quand on lit ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on se pose des questions. C'est-à-dire, on refait son CV, on contacte son réseau, on commence à répondre à des annonces, etc. Et vous vous dites, surtout, vous ne faites pas ça. Exactement. Alors, expliquez-nous pourquoi. En fait, on va prendre le milieu de carrière parce que c'est plus facile intellectuellement. En milieu de carrière, vous êtes à une période de votre vie qui correspond à une seconde adolescence. C'est-à-dire que c'est un vrai questionnement que vous avez. À votre adolescence, vous êtes posé la question de savoir ce que vous vouliez faire et vous avez fait des études, même si c'est un non-choix, comme je disais pour le mien. Vous faites des études pour, pendant 20 ans, suivre un cursus qui sera, on espère, à peu près marqué d'avance. À 40, vous faites un premier bilan, ou à 45, ou à 50. Ce premier bilan consiste à voir ce que vous avez aimé, ce que vous gardez, ce que vous n'avez pas aimé, et ce que vous voulez jeter. Et si vous ne faites pas ce bilan, quelque part, à un moment donné, il faudra que vous ajustiez votre parcours, parce qu'on ne reste plus dans la même boîte pendant plein d'années, on ne reste plus dans la même fonction pendant plein d'années, et il faut se poser ce type de questions. Et si vous vous retrouvez en transition professionnelle et que vous commencez, parce que vous paniquez et que c'est normal, à vouloir vous rassurer, ça c'est contre la peur du vide, en disant je vais refaire mon CV. Refaire mon CV, en fait, souvent, ça veut dire je prends mon ancien CV, j'enlève un peu des choses qui n'intéressent plus en début de carrière, puis je rajoute les dernières tâches, les dernières responsabilités et dans le meilleur des cas, 2-3 réussites que j'ai réussi à faire dans mon dernier job. Je mets tout ça en forme avec une nouvelle typo et une nouvelle photo et j'envoie ça à des chasseurs de tête, je réponds à des annonces et je demande à mes copains, j'étais directeur financier ou j'étais directeur commercial ou j'étais directeur des opérations, je cherche un nouveau job. Et vous faites un copier-coller de ce qui s'est passé avant. Et là, vous faites 2 erreurs. La première, c'est qu'à partir de 40, on ne vous demande pas la même chose qu'à 30 ou on ne vous demande pas la même chose qu'à 20. Et si vous prenez le même document et le même état d'esprit que ce que vous aviez, vous allez rechercher un job qui n'existe plus, qui est votre job d'il y a 10 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand vous commencez à activer votre réseau, vous êtes un être humain normal, donc vous allez aller voir vos copains et vous allez quand même quelque part leur dire je cherche un job, tu n'aurais pas un job dans ta boîte ou tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait un job ou, by the way, tu ne peux pas passer mon CV. Et votre CV, ça va être très exactement ce document qui ne vous correspond plus, parce que dans les tâches que vous avez faites, il y en a plein que vous ne voulez pas faire ou qui ne servent plus à rien, parce que ça a changé, et vous n'êtes pas posé la question de savoir ce que vous voudriez faire et à qui ça serait utile. Et donc quand vous faites cette démarche et que vous allez de façon publique auprès de chasseurs de tête et auprès de votre réseau faire un statement de ce que vous êtes ou de ce que vous étiez en disant « je veux la même chose », vous avez tout faux. C'est-à-dire que vous loupez l'opportunité d'aller les voir en apprenant quelque chose qu'ils pourraient vous dire sur leur secteur, sur la façon dont les choses évoluent, sur plein d'autres choses. Vous les mettez un peu mal à l'aise parce que, d'autant plus si ce sont vos amis, si vous leur demandez un job et qu'ils sont, et c'est en général le cas, dans l'incapacité de vous en fournir un, quand vous irez les revoir 6 mois après en leur disant « j'ai toujours pas trouvé », ils vont se sentir de plus en plus mal à l'aise, ils vont avoir tendance à vous éviter. Et puis vous évitez, vous ne faites pas aussi, vous faites l'économie de ce questionnement qui consiste à dire j'avais un CV où j'avais fait ça
qu'est-ce que je veux garder de ce que j'ai fait et que je transporte dans le futur, qu'est-ce que je voudrais apprendre ou qu'est-ce que je voudrais faire que je n'ai pas fait, et comment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire via une formation? Est-ce que je vais le faire via un autre secteur? Est-ce que finalement c'est transposable dans un autre type d'activité parce que la problématique c'est transposer de tel secteur d'environnement vers tel autre? On a vu des tas de secteurs se professionnaliser peu à peu et ils auraient été très intéressés par votre CV. Et tout ça, quelque part, par la peur du vide, vous vous enlevez une opportunité d'un futur qui peut être véritablement lumineux. Donc en fait, le pire ennemi, c'est vous-même vraiment à ce moment-là. Le pire ennemi, c'est d'avoir peur du vide. Là, oui. Le vide est nécessaire et le vide vous permet de vous questionner dans une relativement grande sérénité si vous savez trouver les outils. Justement, dans votre livre « Changer de vie professionnelle » paru aux éditions Erol, vous dites « Il faut partir à la recherche de soi pour redéfinir sa signature professionnelle ». Et c'est cette carte de visite, finalement, cette signature professionnelle. Mais alors, quels sont les outils, finalement, pour y arriver? Il y a votre livre, mais vers qui on peut se diriger? Vers un coach pour verbaliser son discours? Vous parlez aussi du discours qui doit être en adéquation avec ce qu'on est, mais c'est quand on est... Est-ce qu'on peut y arriver comme ça? Alors, on peut y arriver comme ça, c'est pas forcément très facile, mais on peut. Ça dépend de la façon dont les gens se questionnent déjà au naturel. Comme vous disiez, quand vous me citiez en disant il faut partir à la recherche de soi, la chose la plus importante quand vous cherchez un métier, quel que soit votre degré de seniorité sur le marché du travail, ça consiste à dire pourquoi je le cherche et qu'est-ce que je veux faire. Et ça, c'est je pars à la recherche de moi. Et pas je veux faire ça parce que ça correspond à mes études, ou parce que ça fait plaisir à mes parents, ou parce que je vais avoir une vision sociale qui sera gratifiante, grosso modo médecin, avocat, etc. Si on avait, ou faire l'X, si on avait, et je donne à mes clients quand ils viennent me voir au départ et qu'ils sont un peu perdus, et que je leur dis, il faut que vous appreniez quels sont vos points forts, et que vous vous basiez dans une deuxième partie de carrière uniquement sur vos points forts, c'est-à-dire sur les éléments qui font que vous n'avez pas l'impression de travailler. Et c'est ça que vous allez marketer. Ils me considèrent comme un peu un alien. Et dans ce cas-là, je leur donne un exemple qui pour moi est le plus frappant. En France, on est encore, et on a une vraie valeur ajoutée là-dessus, sur les ingénieurs, sur la French Tech, etc., et sur les X qui dirigent nos boîtes du CAC 40. Et c'est vrai. Mais c'est pas que ça. Moi, je suis absolument nulle dans tout ce qui est visionnaire, maths et autre chose du genre. Et si on avait demandé à Gérard Depardieu de passer l'X, je pense qu'il aurait créé beaucoup moins d'emplois en France et gagné beaucoup moins d'argent que ce qu'il a fait. Donc, oui, il y a des voies d'excellence, mais encore faut-il être fait pour ces voies qui sont dites des voies d'excellence. Et en fait, votre véritable voie d'excellence, c'est la vôtre, personnelle. Il faut voir ce pourquoi vous êtes fait, ce sur lequel, j'insiste à nouveau, vous n'avez pas l'impression de travailler. Et ça peut être fait dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est un début de signature. Alors, d'ailleurs, j'ai retenu, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais vous dites clairement à un moment que ce moment de questionnement et de reconfiguration, finalement, de sa carte d'identité professionnelle ne doit pas être vécu dans la souffrance, bien au contraire. Si on le fait à fond, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement régénérant. Ça fait énormément de bien. Exactement. Et vous dites même être finalement pendant un petit temps sans travail, hors poste, hein, vous appelez ça hors poste. Donc moi je trouve ça assez joli parce que ça n'est pas sans travail, c'est-à-dire que c'est entre deux. Tout à fait. C'est une bulle. Voilà, c'est une bulle, exactement, et ça peut être une bulle extrêmement agréable à vivre. Vous vous dites, on peut le vivre comme ça. J'ai énormément de clients qui le vivent comme ça à partir du moment où ils le décident. Quand vous sortez d'une entreprise, souvent vous êtes accompagné. Donc on vous paye un coach, on vous paye un ad placement, on vous paye une certaine somme sous forme d'indemnité, et puis vous avez Pôle emploi qui vient derrière. Donc, mis à part si vous vous êtes mis dans une situation financière compliquée à cause de prêts et à cause d'habitudes de vie difficiles, vous pouvez, quelque part, le courant quotidien, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui paye pour vous, ou il y a quelqu'un qui, pendant une période donnée, va payer pour vous. Et je dis toujours à mes clients, c'est le plus beau cadeau qu'on vous fait, surtout si vous êtes un cadre, c'est-à-dire que
vous avez fait des études, vous avez eu l'habitude de réfléchir, vous avez eu l'habitude de réfléchir beaucoup et sous pression, et très intelligemment avec un focus très fort pour votre entreprise. Et je leur dis, vous avez été entraîné à ça. Utilisez, et après on utilise d'autres outils bien sûr, mais utilisez ce potentiel que vous avez formé pour vous et tournez-le, vous devenez le sujet de votre analyse. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a payé très cher pour utiliser votre cerveau, vous l'utilisez sur vous-même, vous vous voyez comme le sujet, vous vous voyez comme l'entreprise, et vous allez regarder sur quel marché vous voulez évoluer, ce qui fera du sens, là vous avez de la chance d'avoir des clients, et comment vous allez vous organiser vous-même pour que cette période soit la plus optimale pour vous. Est-ce que vous allez aller ailleurs? Est-ce que vous allez rester là? Comment vous allez le faire? Qu'est-ce qui vous manque? Et je leur dis, d'un point de vue financier, vous avez un matelas minimum, votre réelle ressource, c'est votre temps. Considérez que c'est de l'argent et surtout ne le gaspillez pas. Alors, une partie de son temps, déjà, vous conseillez pour construire son CV, mais aussi son identité, ça va bien au-delà du CV, bien sûr, c'est de réfléchir en termes d'action. C'est-à-dire sur des verbes. Vous avez fait une liste assez impressionnante de verbes d'action et il faut se positionner par rapport à ces verbes et les positionner les uns par rapport aux autres. Exactement. Alors ça, je trouve que c'est un exercice fabuleux, à mon avis, qui peut prendre un temps infini parce que on a intérêt à le valider, le revalider, le revoir. Est-ce que je suis plutôt dans ce verbe-là ou dans celui-là, etc. Pour arriver à une liste de verbes qui correspondent à ce qu'on aime. Et vous dites même, mon expérience montre que si vous n'êtes pas en mesure de lier la majorité de ces verbes avec les actions de votre nouvelle expérience professionnelle, celle-ci vous rendra très malheureux et se soldera à court ou à moyen terme par un échec. Alors ça, c'est une phrase quand même extrêmement forte. Je persiste et je signe. Alors voilà, je vous laisse persister et continuer sur ce sujet. Bien sûr. En fait, si on parle du milieu de carrière, c'est encore plus important. Dans un début de carrière, vous pouvez faire des choses qui ne vous plaisent pas, c'est pas un véritable problème, et vous pouvez le faire sur une durée relativement longue. Parce que quelque part, le trade, ça va être, je donne de mon temps, je donne beaucoup de mon temps, et je suis prête à travailler dans la douleur, c'est pas grave parce que je vais apprendre, parce que je vais être payée, parce que je vais grimper, et quelque part, la société va me former et va me récompenser. À partir, donc vous pouvez supporter un degré d'inconfort qui peut aller assez loin. À partir de 40, 45, 50, vous êtes dans une position où vous allez transmettre. Et pour pouvoir transmettre, il faut que quelque part les conditions d'exercice de cette transmission soient favorables, sinon vous n'y arriverez pas. Et l'idée, c'est que si vous n'êtes pas, quelle que soit la fonction que vous avez, si les conditions autour de vous ne sont pas sympas pour vous, vous n'allez pas pouvoir travailler. Il y a énormément d'exemples de mes clients qui étaient par exemple des directeurs financiers ou des fonctions transversales ou des directeurs des opérations où ils avaient par exemple une autorité directe sur les gens qui travaillaient pour eux. Et dans ce cas-là, les verbes qu'ils aimaient faire s'ils étaient bien dans leur poste, c'était mener les hommes, arbitrer, emmener, se mettre à la place de quelqu'un, diriger, tout ce type de choses-là. Prenons quelqu'un qui était bien dans son job avec ce type de verbe d'action. Si vous le mettez à la suite d'une réorganisation, ce qui arrive très souvent, en poste transversal, et que vous faites que les équipes qui dépendaient de lui ne dépendent plus de lui, dépendent de quelqu'un d'autre, et lui fait du transversal. À ce moment-là, les verbes d'action sur lesquels il se sentait confortable, diriger, mener les hommes, etc., ça devient plus négocier, contrôler, convaincre. C'est un tout autre skill set. Et sans avoir changé quoi que ce soit à sa job spec, sur ce qu'il fait lui tous les jours, en ayant simplement changé les gens qui lui reportent, en général, en 9 mois, quelqu'un se retrouve en burn-out ou décide de quitter sa société. Et ça arrive tous les jours. Et là, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant de quand vous ne pouvez pas mettre en œuvre les verbes d'action qui font que ça va être une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année ou une belle vie, vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez absolument pas tenir sur le long terme.
Parce que vous allez contre votre personnalité. Parce que vous faites des choses qui vous déplaisent, vous faites des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et vous ne pouvez pas travailler long terme sur ça. Et après surtout, 40. vous ne faites plus que ce qui vous plaisait finalement. Exactement. Donc les verbes d'action, c'est un outil que je trouve extrêmement puissant et super simple. Alors ça, c'est un de vos outils. Il y en a bien d'autres. On va les voir peu à peu. Mireille Garola, dans le cadre de la reconversion professionnelle, en quoi la vie privée peut-elle apporter une aide à ce nouveau parcours, et quels sont les rapports entre vie privée et vie professionnelle, nouvelle vie professionnelle ? Ils sont absolument énormes. D'abord parce que quand vous êtes en période de transition professionnelle, quand vous êtes hors poste, ça c'est la version jolie de le dire, en fait vous avez un déséquilibre, un des deux équilibres de votre vie qui vient de se rompre. Et quelque part, votre conjoint, votre famille qui vous regardait avec un certain air et attendait de vous certaines choses, tout est remis en cause et tout se casse tout d'un coup. Et il faut que, pour répondre à votre question sur la période de transition en tout cas, il faut que vous remettiez tout à plat parce que tout ce sur quoi vous aviez l'habitude de fonctionner a été balayé par cette période de chômage. Votre épouse ou votre époux ne vous regarde pas de la même façon, vos enfants ne vous regardent pas de la même façon, et il faut que vous reconstruisiez en même temps votre équilibre perso et votre équilibre professionnel. C'est encore plus le cas. C'est-à-dire que votre équilibre perso, c'est celui qui va, ou vos amis, ou ce que vous voulez, c'est celui qui va vous redonner confiance en vous. C'est celui qui va vous redonner un niveau de socialisation, parce qu'en général, si vous étiez un cadre, vos copains, vous en aviez les 3/4 dans votre boîte, et quand vous perdez votre boîte, vous perdez les 3/4 de vos copains. Malheureusement, c'est la dure loi de la vie. Et il faut que ce terreau vous permette de vous reconstruire, de vous reconstituer. Et dans le cas où vous voulez créer une entreprise, par exemple, ou reprendre une entreprise, il faut non seulement que ce terreau soit favorable, mais il faut que ce terreau vous accompagne dans les choix professionnels que vous ferez et soit complètement on board sur les options que vous allez prendre. Donc l'équilibre, il est très difficile de retrouver un job quand vous avez une vie professionnelle déséquilibrée ou une vie personnelle déséquilibrée ou inexistante, et dans ce cas-là, il faut à toute vitesse aller vous chercher des copains. Ça peut être fait dans des groupes de pairs, ça peut être fait dans des cabinets d'outplacement, ça peut être fait dans votre club de sport, ça peut être fait dans votre église, ça peut être fait dans tout ce que vous voulez, mais il faut que vous ne restiez pas seul. Et quand la reconversion professionnelle se fait rapidement, c'est-à-dire qu'on fait la formation, on quitte son entreprise et que 15 jours après, on a un nouveau poste. Comment gérer en fait cet écart de température ? Alors, si vous retrouvez un nouveau poste 15 jours après, il faut commencer quand même ce questionnement dans ce nouveau poste pour être sûr que vous allez le prendre avec l'œil de qui vous êtes aujourd'hui et de vos contraintes et de vos aspirations d'aujourd'hui, et pas juste parce que vous aviez peur. Et donc, la démarche d'analyse, elle peut être faite quand vous êtes en poste et que vous vous sentez mal, et puis à la fin de l'analyse, vous dites finalement, mon arbitrage, c'est que je suis pas si mal que ça parce que j'avais peut-être pas regardé ce qui se passait dehors, ou j'avais peut-être pas regardé mes possibilités d'évolution en interne, ou j'avais peut-être pas regardé les avantages que j'avais parce que je m'y étais habituée. Vous savez, quand il fait beau tous les jours, le jour où on se dit que c'est normal, et c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver effectivement dans le cas où on est en transition, donc là, on est obligé de se poser des questions. Et si on ne s'est pas posé de questions, et que vous retrouvez un job hyper rapidement, c'est très utile. Ce questionnement est extrêmement utile pour savoir comment vous allez l'aborder et surtout comment vous allez le réussir. Pour mes clients qui sont passés une fois ou deux, parfois une fois, et qui ensuite téléphonent, je leur dis que au minimum tous les 10 ans, il faut qu'ils fassent ce questionnement. Alors pas en détail comme ils l'ont fait la première fois, mais c'est un sanity check qui est très 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 utile et qui permet de savoir pourquoi on est là, pour qui on est là et ce qu'on y fait. Parce que quand on change de poste, justement, si quelqu'un qui était en difficulté professionnelle, on va dire,
et qui n'a pas appliqué votre méthode, c'est-à-dire qui a commencé par faire son CV, contacter des chasseurs de tête, des copains, etc., et qui a retrouvé tout de suite un job. Ça, c'est bien, parce que ça arrive rarement, mais ça, c'est bien. Alors, ça arrive, mais en revanche, s'il n'a pas fait ce travail, il risque d'avoir ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur aussi, parce qu'il n'est pas forcément à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que vous avez des clients qui arrivent en poste et qui, au bout de 3 mois, se disent « mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?» Alors, j'ai pas forcément de syndrome de l'imposteur, mais j'ai 2 types de clients. J'ai des clients qui se disent effectivement, en fait, je suis dans ce poste, mais j'aurais pas dû le prendre. Et dans ce cas-là, il est urgent de commencer le questionnement à toute vitesse pour voir s'il n'y a pas moyen quand même de rendre le job mieux. Et puis, j'ai des chefs d'entreprise qui disent, c'est plutôt eux certaines fois qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent « je suis pas capable de faire ce que j'ai fait et comme je veux faire plus grand, j'y arriverai pas ». Et en fait, ils ont réussi ce qu'ils avaient fait tout seuls. Et ils ont tellement bien réussi, ils n'ont tellement pas eu l'impression de travailler, et où ils ne sont tellement pas questionnés parce qu'ils étaient dans leur zone de confort, qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à continuer. Et dans tous les cas, je dirais que le but du jeu, c'est de ne pas subir et sa vision de soi, si elle est négative, ou un environnement qui est pas... Quand on rentre en poste, c'est un peu difficile. Les gens vous regardent comme la pièce rapportée, l'accueil n'est pas toujours excellent, il peut l'être, mais pas forcément. L'idée, c'est de, petit à petit, le questionnement sert à reprendre en main les rênes de sa vie pour qu'on devienne acteur de là où on est. Et à partir du moment où on devient acteur de là où on est, quelque part, l'environnement n'a que, ou pas très peu, mais beaucoup moins d'importance. Parce que quand vous savez ce que vous voulez, vous allez le chercher. Soit dans votre vie privée, soit dans votre vie professionnelle. Mais à partir du moment où vous commencez à le définir, vous allez le chercher, que ce soit conscient ou inconscient. Mireille Garola, quand on est déterminé, est-ce que cette détermination et le sens, le chemin qui est éclairé pour les reconvertis, est-ce que ça ne peut pas faire peur, même si on respecte bien les règles que vous nous enseignez? Est-ce qu'un CV de reconversion, un discours de reconversion, ne fait-il pas peur à un recruteur? Non, parce que justement, quand on n'a pas fait son CV en copier-coller de ce qu'on avait fait en rajoutant quelques tâches, et qu'on l'écrit en fonction de ses réussites et qu'on raconte des petites histoires, enfin, il y a toute une technique pour faire ça, et qu'on est très à l'aise dans son discours et qu'on a analysé pourquoi on était légitime, qu'on l'a validé auprès de son réseau au lieu de demander un job, à ce moment-là, même quand vous changez de secteur professionnel ou que vous changez de fonction, et vraiment ça arrive, vous êtes tellement sûr de vous, enfin tellement pas sûr, c'est pas une sûreté de mauvaise aloi, mais vous êtes tellement à l'aise dans vos baskets quand vous faites ça, et vous avez tellement de preuves de ce que vous avancez, parce que ça se travaille et qu'on fait pas non plus n'importe quoi, que la personne a envie de vous croire et vous suit beaucoup plus facilement que si vous arriviez avec un CV classique et que vous disiez, parce que c'est ce que font beaucoup de gens de 40 ans, écoutez, je suis couteau suisse, j'ai fait un peu de ça, j'ai fait un peu de ça, j'ai fait un peu de ça, vous pouvez me mettre et là, et là, et là. Et quelque part, quand vous arrivez avec cette approche extrêmement ouverte, le recruteur vous dira toujours, oui, mais ça, vous en avez pas fait assez, oui, mais ça, c'est pas bien, ou ça, c'est pas au bon moment, et là, j'aurais aimé que vous ayez cette expérience plutôt 2 ans avant ou un peu plus longtemps. Le CV de reconversion, c'est un CV qui est fermé. Ou le discours de reconversion, c'est un discours qui est fermé. C'est-à-dire que vous avez passé beaucoup de temps à analyser ce que vous vouliez faire. Si c'est complètement n'importe quoi, bien sûr, on aura changé, on aura choisi quelque chose d'autre. Et vous aurez analysé pourquoi vous êtes légitime, pourquoi vous le voulez, ce que vous pouvez apporter, qui ça peut intéresser. Et donc, quand vous rentrez dans un entretien avec un recruteur, que ce soit un entretien réseau, un entretien avec un chasseur ou une réponse à une annonce, vous arrivez et vous fermez votre univers. Et vous communiquez sur cet univers fermé et c'est le recruteur qui va rentrer chez vous. Et vous n'allez pas complètement ouvrir en disant « je peux tout faire ». Et quelque part, le questionnement du recruteur, quand vous dites « je suis légitime et j'ai vraiment envie de faire ça », les questions qu'on vous pose n'ont rien à voir avec celles de « je suis ça, est-ce que vous pouvez me prendre s'il vous plaît ?» Il ne faut pas y arriver en victime, quelque part, il faut y aller en pleine possession de ses moyens. Et quand vous postulez pour quelque chose sur lequel vous êtes intimement persuadé que vous avez une légitimité, que vous allez pouvoir apporter quelque chose et qu'en plus vous allez vous amuser et que vous avez ces étoiles dans les yeux, je vous assure que par rapport à la machine à perdre qui consiste à envoyer 50 réponses à des annonces par semaine et à vous prendre des noms dans le meilleur des cas ou rien
Sinon, la personne que vous représentez ou la posture que vous avez en face d'un recruteur n'a rien à voir. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que faire ce travail permet aussi c'est un vrai travail sur soi, c'est-à-dire que ça permet de retrouver confiance à un moment qui peut être difficile, tout à fait. De retrouver de l'estime de soi, parfaitement, de se conforter, de se faire conforter par son réseau par rapport à un certain nombre de compétences que l'on a. Et de savoir-être. Et de savoir-être. Oui. Ça va même encore plus loin. Quand on fait le travail, parce qu'il y a des gens qui arrivent qui ne savent vraiment plus où ils habitent, quand on fait ce travail, ça permet de faire le tri entre ce qu'on considérait comme des défauts ou des qualités. Et en fait, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Il y a des choses qu'on fait naturellement, il y a des choses qu'on fait avec effort. Et donc, il y a des choses qui sont adaptées à certains milieux et pas aux autres. Une personne peut avoir un comportement qui sera vu comme complètement inadapté dans un certain type d'entreprise, et dans certains autres, ça sera une perle. Donc, à partir d'un moment, milieu de vie, en général, il ne faut pas chercher à se changer ou juste à la marge. Il faut essayer de trouver un milieu qui aura besoin de vous tel que vous êtes. Et ça, c'est la démarche. Et notamment, c'est pour cela que vous faites passer des tests de personnalité, finalement. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des tests que vous connaissez? Parce qu'il y en a de nombreux sur le marché, mais vous avez la pratique du MBTI et du SOSI. Exactement. Il y a beaucoup de tests qui existent sur le marché et tous sont bons, il y a aucun problème. Ma façon de fonctionner, comme je vais assez en détail sur qui est la personne pour essayer de voir justement dans quoi elle se sentira le plus à l'aise, c'est de ne pas faire des tests fourre-tout qui regardent un peu trop de dimensions en même temps. Et j'essaye à chaque fois de faire une dimension donnée. Donc le MBTI permet de voir l'intégralité de la personne, comment elle fonctionne, quelles sont ses préférences. C'est un test qui est assez poussé parce qu'il est basé sur la théorie psychanalytique de Jung. Donc on va quand même assez dans le détail. C'est un test qui est ancien, donc il y a énormément de références. Il y a beaucoup de références, il y a des tests-retests, il est fait par des millions de personnes tous les ans, donc on peut y aller les yeux fermés, on ne se trompe pas. Après, une fois qu'ils ont pris conscience de leur qualité, puisqu'ils arrivent, ils disent c'est un défaut, et je leur dis écoutez, d'après ce test, non, c'est pas un défaut, c'est juste vous êtes comme ça, et arrêtez de lutter contre vous-même, parce que tant que vous lutterez contre vous-même, vous perdrez. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et cherchez qui ça peut intéresser. Ça, c'est la première partie. Le SOSI, que j'aime beaucoup, permet de voir dans quel type de milieu professionnel vous allez pouvoir évoluer. Il y a, étant donné la façon dont vous fonctionnez, donc cette fois-ci non pas par rapport à vous-même, mais par rapport à votre extérieur dans le cadre de votre travail, il y a des choses qui vous iront bien et il y a des choses qui ne vous iront pas bien. Et il y a des choses qui, si on les met bout à bout, vous iront super mal et vous feront de toute façon vous planter, quoi qu'il arrive, entre 3 et 6 mois, où il y a des environnements qui, au contraire, vont vous porter. Donc quand vous savez comment vous êtes et que vous acceptez que si vous avez telle chose et que c'est pas dans votre profil, c'est pas grave, vous allez chercher à le faire par d'autres, ou vous allez chercher des façons de l'éviter, ou vous allez pas prendre des postes qui vous le demandent. Et que vous avez trouvé dans les conditions d'exercice les milieux qui vont vous porter, ça rend beaucoup plus facile l'entrée en matière dans votre prise de poste, parce que vous allez vous sentir énormément confortable. Et quand on parlait du MBTI, le MBTI, c'est un outil de développement personnel, donc il vous explique comment vous fonctionnez, mais vous avez aussi des types de personnalités selon les entreprises. Donc quand vous avez un type de personnalité et que vous connaissez le MBTI, vous pouvez voir si l'entreprise sera compatible avec le vôtre ou pas. Parce que le grand jeu aussi en milieu de carrière, c'est des entreprises qui ont un type de personnalité d'entreprise complètement différent du vôtre, qui ont bien compris qu'elles avaient des limites à ce type de personnalité parce qu'elles fonctionnaient toujours d'une façon la même et de façon ronronnante, et qui se disent tiens, je vais me prendre un senior exécutif qui est exactement l'inverse, et donc qui va vous prendre pour les qualités qu'elle n'a pas. Ça va très bien se passer les 3 premiers mois. Bizarrement, au bout de 6 mois, on va vous dire que vous n'arrivez pas à vous adapter et que finalement, on va pas donner suite à votre période d'essai. Et ça, c'est un grand classique. Et quand vous apprenez comment vous fonctionnez versus comment les autres fonctionnent dans cette entreprise, vous pouvez faire des passerelles de communication pour arriver à parler leur langage et éviter ce type de choses trappes qui arrivent assez fréquemment.
Et donc, il y a d'autres types d'exercices que moi, j'ai trouvé très intéressants parce que, finalement, assez originaux. Vous dites, il faut dessiner sa semaine idéale. Et alors, dans la semaine idéale, on met le jour où on va chez le coiffeur, le jour où on veut faire les devoirs à ses enfants, donc un certain nombre d'événements tout à fait personnels et peut-être qui paraissent sans intérêt, mais qui sont importants pour la personne. Et puis, si on a besoin de faire des déplacements, parce qu'il y a des gens qui aiment voyager, enfin, qui aiment avoir des contacts avec l'étranger, donc on met à un moment de la semaine ce type de choses. Les jours où on est d'accord pour travailler tard le soir et ceux où on a envie d'avoir un petit peu de temps le matin, etc. Donc, cette semaine idéale, quand même, il faut pouvoir la confronter à la réalité. Enfin, comment on arrive C'est même pas le but de la confronter à la réalité. Cette semaine idéale, c'est un peu la lampe d'Aladin. C'est un outil que j'utilise beaucoup quand j'ai des gens qui ont été sous harcèlement, ou qui sont en dépression, ou qui sont pas bien dans leur tête, et qui se disent, ils viennent me voir en disant, voilà la seule chose que je sais faire, mais ça, je n'en veux plus jamais. Vous savez, c'est le rejet absolu. J'ai été tel truc, je me suis pris tellement de plomb et j'ai tellement servi de fusible que jamais plus je veux faire ça. Et comme ils sont cristallisés sur une expérience négative, et ils ont raison, la semaine idéale leur permet de basculer. C'est un outil de coaching qui leur permet de basculer en énergie positive. Et quand ils disent « je ne sais pas quel job je veux faire, et je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas ce dont je suis capable ou quoi que ce soit », je leur dis « ok, c'est pas un problème. De quoi est-ce que vous avez envie ? Si l'univers ou si Aladin pouvait vous dire demain, exaucez tous vos vœux, qu'est-ce que vous les demanderiez ? Et la semaine idéale, ça peut être une façon de structurer, ça peut être un outil extrêmement pratique qui consiste à dire j'étais chef d'entreprise machin, ou j'étais cadre dans telle entreprise, j'avais ça qui m'allait donc je le mets, j'avais des choses qui m'allaient pas donc je les mets pas et je les enlève et j'essaye de trouver ça, et j'essaye de trouver un job qui fonctionne en fonction de ça. Dans ce cas-là, c'est un outil pratique. Mais ça peut aussi être un outil de développement où vous vous dites ok, j'étais vraiment pas bien dans mon dernier job. J'ai plus que des souvenirs négatifs et je n'arrive pas à voir le positif à ce stade-là. Donc on prend le problème à l'envers et on dit ok, dans votre semaine idéale, vous allez réfléchir à ce qui va faire que votre semaine serait sympa. Soit votre semaine de reconversion, soit votre semaine professionnelle. Et si vous savez pas ce qui fait une semaine sympa parce que vous avez plus d'appétence à quoi que ce soit parce que vous êtes déprimé, vous allez vous dire... Je vais pousser le problème jusqu'au bout et je vais dire qu'est-ce qui ferait qu'au moment de mourir, je me dis que j'ai eu une bonne vie. Qu'est-ce que je dois avoir fait ? Est-ce que je dois avoir fait de l'alpinisme ? Est-ce que je dois avoir aidé les autres ? Est-ce que je dois avoir été un successful, je sais pas quoi ? C'est un peu l'idée de Frankl, ça. Hein, exactement. Frankl, et donc on prend tous les éléments et on essaye de les dégrader pour que ça rentre dans une semaine. Et à partir de ce moment-là, si on a, moi je veux avoir fait l'Himalaya, par exemple 2 heures de marche au moins par semaine, ça peut être une idée. Et petit à petit, de cette façon extrêmement dégradée, on arrive à remettre des idées d'appétence dans un quotidien et ça permet de redémarrer la machine. Donc ça peut être un outil pratique de recherche de job, ça peut être un outil de... Je ne sais pas quel type de fonctionnement je vais avoir. Est-ce que je vais être salarié ? Est-ce que je vais être freelance ? Est-ce que je vais être plein de choses ? Donc dans ce cas-là, ça devient un outil un peu moins pratique et conceptuel. Puis ça peut être juste un outil pour retrouver goût à des choses simples en ne se trompant pas de direction. C'est presque un outil thérapeutique, quoi. Un peu. Un petit peu. Mireille Garola, quand peut-on dire que la reconversion est réussie ? Alors là, j'en ai eu 2 cette semaine et j'ai trouvé que c'était des moments magiques. La reconversion est réussie quand la personne en poste ou hors poste vient me voir et me dit « j'ai trouvé un job » et elle n'est pas sûre qu'il est bon. Parce qu'effectivement, quand vous avez passé du temps à le chercher, que vous étiez dans une boîte où vous n'étiez pas bien, et qu'on vous propose un job, vous cherchez l'erreur, vous cherchez la ruse, vous dites il y a un truc qui ne va pas, vous cherchez ce qui ne va pas. Et dans ce cas-là, je dis à mes clients toujours, je leur fais faire un exercice au départ qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont raison de ne pas le comprendre parce que c'est un exercice très bizarre. Je leur dis, qu'est-ce que vous voudriez faire dans votre job futur ? Et quelles sont vos contraintes horaires ? Et la reconversion est réussie quand 3, 4, 5, 6 semaines après, ou 6 mois après, ou 1 an après, ça dépend de ce qu'ils voulaient faire,
Moi, je prends des notes, donc j'ai des résumés, c'est beaucoup plus facile. Je leur dis, écoutez, décrivez-moi le job qu'on vous a proposé et, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous référer à la feuille de notre premier entretien ? Et quand on a fait des croix sur tous les points, à ce moment-là, c'est une reconversion superbement réussie. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce que vous imaginez. Mais on vous le souhaite parce que tout de même, c'est le sens de votre travail. Donc, j'imagine depuis 7 ans, donc j'imagine que vous avez un certain nombre de réussites. Pour revenir à votre livre, donc c'est un livre plein d'outils merveilleux et qui invite au questionnement. Mais est-ce qu'il est facile de faire cette démarche seul ? Ça dépend de votre capacité à l'introspection. Si vous avez l'habitude de vous analyser, ça peut être fait seul, sans trop de problèmes. Si vous avez l'habitude de vous analyser et que vous êtes dans un milieu favorable. Si vous avez eu un gros choc personnel ou professionnel, ça sera quelque chose de beaucoup plus difficile parce qu'il faut une grande agilité émotionnelle pour pouvoir faire les exercices. Il faut à la fois faire la technique de l'ascenseur, je suis dans l'exercice et je prends du recul. Je suis dans l'exercice et je prends du recul. Donc dans ces cas-là, oui, bien sûr, vous pouvez venir me voir et je serai ravie de vous rencontrer. Oui. Mais vous pouvez aussi aller voir des coachs ou des amis ou des groupes de pairs ou des groupes de chercheurs d'emploi pour faire des focus sur des points donnés. Et parce que souvent, c'est juste des choses qui sont à débloquer. Et donc, on peut le faire seul. Je dirais 40% des gens y arrivent. Il est plus facile de se faire accompagner. Si vous êtes complètement fatigué ou si vous êtes complètement insécure, on fait la démarche de A à Z. Sinon, c'est juste en fonction de là où vous bloquez et là où vous sentez que vous avez envie d'aller. Parce qu'il y a certains de mes clients qui disent « Moi, j'ai aucune envie de me connaître. Je veux pas faire des tests. » Je dis « C'est pas grave. On fonctionne sans les tests. » Il y a des gens qui veulent pas se connaître. Tiens, c'est amusant tout de même. Pas. Oui. Et écoutez, Mireille Garola, je crois qu'on en a appris beaucoup sur la façon dont il fallait s'y prendre pour changer de vie professionnelle. Et on vous retrouve bientôt donc pour une de vos émissions Transition, le 4e mardi du mois à 14h. Au revoir Mireille, au revoir Olivier. Au revoir. Merci, au revoir.